La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition du mardi 10 juin 2025, dont voici les titres. Cérémonie officielle de la 137e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Le ministre de l'Intérieur revient sur l'importance de cet événement. Un creuset du vivre ensemble, du dialogue interreligieux et de la paix selon Jean-Baptiste Tine, dont un extrait de son discours vous sera proposé dans cette édition. 3 jours après la fête de Tabaski, Dakar change de visage. C'est presque le calme plat dans les rues de la capitale sénégalaise. Nous allons vous y faire un tour avec nos reporters. Un but partout, c'est le score à la mi-temps entre le Sénégal et l'Angleterre. Un match amical qui se tient présentement à Nottingham. La dernière rencontre entre les deux équipes remonte au dernier mondial où les Three Lions avaient éliminé les Lions du Sénégal en quart de finale. Les détails dans cette édition que nous allons développer juste après ceci. Bonsoir fidèles téléspectateurs de GTV. Lors de la cérémonie officielle de la 137e édition du pèlerinage marial de Popenguine, le Jean-Baptiste Tine, ministre de l'Intérieur, a souligné que cet événement religieux est sans conteste une source d'inspiration pour bâtir une nation sénégalaise forte et unie, ancrée dans des valeurs de tolérance et d'harmonie. D'après le ministre, ce pèlerinage demeure un creuset du vivre ensemble, du dialogue interreligieux et de la paix, suivant ses propos au micro de nos reporters sur place. Du dialogue interreligieux et de la paix. Il est sans conteste une source d'inspiration pour bâtir notre nation, une nation forte et unie, ancrée dans des valeurs de tolérance et d'harmonie. Je saisis cette occasion pour saluer l'engagement constant de l'Église dans l'effort de développement de notre pays. Éducation, santé, encadrement de la jeunesse, appui aux femmes et aux personnes vulnérables. Sa contribution est essentielle et hautement appréciée par la République. Par ailleurs, l'édition 2025 du pèlerinage intervient au lendemain des journées nationales du dialogue sur le système politique. À cet égard, il convient de saluer la posture sage, constructive et constante de l'Église, toujours en faveur de la justice, de la paix et de la démocratie. Dès lors, il nous appartient de poursuivre cette dynamique de stabilité par la prière et l'engagement citoyen. C'est dans cette logique que s'inscrit également l'appel du président de la République à la mise en œuvre du concept Djoub Djoubel Djoubanti pour un Sénégal uni, souverain, juste et prospère. En réponse à cette vision, je réitère l'engagement ferme du gouvernement à achever dans les meilleurs délais les travaux de rénovation, d'extension et de modernisation du sanctuaire marial de Popenguine. Enfin, je voudrais renouveler mes félicitations au comité d'organisation de cette 137e édition, avec à sa tête l'abbé Augustin Sébastien Diouf, pour sa remarquable réussite, avec le soutien des autorités administratives. Les propos du ministre Jean-Baptiste Tine recueillis par nos confrères de la RTS. À présent, parlons de Dakar. 3 jours après la fête de Tabaski, les rues de la capitale sénégalaise sont toujours vides, contrastant avec les grandes affluences habituelles. Les populations retournées dans leur terroir pour célébrer la fête n'ont toujours pas regagné la capitale. Reportage d'Hélène Ndiaye et Boubacar Diagne. L'activité économique est au ralenti puisque les personnes qui ont parti célébrer la Tabaski chez eux n'ont pas encore revenu. 3 jours après la fête de Tabaski, les ruelles de la capitale sénégalaise sont presque point de dynamisme socio-démographique, encore moins de vitalité économique. Un décor inhabituel qui semble pourtant complaire aux taximans. Oui, le travail marche un peu. Il y a les clients qui sont ici. Et vous savez, un chauffeur, ce qui l'intéresse, c'est que quand il y a un client, qu'il puisse le transporter
transporter le plus rapidement possible pour prendre un autre. Et comme vous le voyez maintenant, Dakar est un peu désert, très bon pour nous les transporteurs. Selon ce taximan du nom de Idrissa Fall, la Tabaski représente qu'une seule journée de festivité. Les Sénégalais doivent éviter les dépenses de prestige et les gaspillages. Le conseil que je puisse donner aux Sénégalais, c'est de dépenser ce qui est à la hauteur de leurs moyens. Si vous avez dépensé plus que vous aviez dans la poche, bonjour les difficultés et la Tabaski est terminée. Donc, mieux vaut de se contenter de ce qu'on a. C'est mieux pour vous et votre famille. Les populations retournées dans leur territoire pour célébrer la fête n'ont pas encore regagné la capitale. Il faudra encore plusieurs semaines avant que la ville ne retrouve ses anciennes habitudes. Nous restons toujours avec Ndelendia et Boubacar Diagne qui ont sillonné la capitale sénégalaise ce matin. Les ronds-points et terrains vagues où s'étaient plutôt installés les vendeurs de moutons pendant plusieurs semaines se vident également progressivement. Et pour certains, il faudra repartir avec beaucoup de moutons invendus, tandis que pour d'autres, les quelques têtes qui restent sont plutôt destinées à la vente pour l'année prochaine. Nous suivons le reportage. Pour cette année, l'opération Tabaski, Dieu merci, tous les moutons qui étaient là sont vendus. Donc, on a failli même ne pas avoir un mouton pour la Tabaski. On a finalement utilisé les moutons qui ne devraient pas être vendus cette année, mais Dieu merci. Pour Tabaski, ñu bañ a benn problème. clients yi ñëw nañ sax c'est que ñoom seen problème ñu ne xaalis dëkk bi moo amul xaalis. Les clients ont répondu présent. Beaucoup de clients étaient là pour acheter des moutons. Le seul problème, c'est que les clients qui étaient là demandaient des moutons qui n'étaient pas à leur portée. C'était seulement le problème, mais les clients étaient là cette année. loolu tamit bokkoon na li taxari des fii. C'était un peu cher quand même, puisque les moutons qui devraient coûter 110 000 coûtaient 150 000 parce qu'ils commençaient à manquer, mais les clients étaient prêts à acheter ces moutons-là. Donc c'était un peu cher, mais on a pu écouler tous les moutons. La cherté des moutons est causée par le transport qui est très cher et aussi les aliments de bétail aussi sont chers. Mais je pense que si l'État subventionne ces aliments de bétail, on pourrait avoir une baisse la prochaine fois. On peut dire que c'est cher, mais c'est accessible. Il y a 70 000, 65 000. C'est selon la qualité de mouton que vous souhaitez acheter. Donc il y a des bali-bali et autres races de moutons. Comme à l'accoutumée, depuis quelques années, il a fallu 2 jours pour célébrer la fête de Tabaski au Sénégal. Il est déjà arrivé également que la fête de Tabaski soit célébrée pendant 3 jours ou la Korité pendant 2 jours, soit des jours fériés et chômés, plus que ceux prévus par la loi, des jours qui ont certainement un impact sur l'économie sénégalaise. Docteur Cheikh Ibrahima Daffé revient sur la dimension sociale et justement sur l'impact économique des nombreux jours fériés au Sénégal. Il est au téléphone d'Aïssatouba. À répétition au Sénégal, donc on voit qu'il y a des écarts que l'on constate, le nombre de jours attribués et parfois le non-respect de ces jours. Il y a beaucoup de fêtes au Sénégal, ça c'est un constat général. Maintenant, il faut déjà une double analyse économique et une analyse sociale. Je vais commencer par la dimension sociale des fêtes. C'est vrai, au Sénégal, nous sommes très coutumiers, surtout la fête de Tabaski. Donc il y a une dimension sociale indéniable dans la mesure où c'est des moments de retrouvailles, de communion, des gens qui ont quitté leur lieu d'origine, qui vont retourner dans leurs familles respectives, les villages. C'est un moment de communion forte, de ferveur également, comme l'a enseigné l'islam, la religion islamique, donc pour les moments de retrouvailles en famille. Donc, et aussi oublier les soucis qui un peu gangrènent peut-être, disons, affectent leur quotidien. Nous sommes au Sénégal, si on regarde le calendrier de janvier à janvier, de janvier au 31 décembre, il y a beaucoup de fêtes qu'on a mentionnées. Voilà. Et là aussi, il faudrait des mesures, en tout cas, pour ramener les personnes, ou bien surtout les travailleurs, à une discipline. Déjà, très souvent, l'employeur et l'employé, l'entreprise, et c'est vrai, une activité économique, ce qui l'a fait tourner, c'est l'activité économique. Et principalement, qui tire ça, c'est l'administration et surtout le secteur privé. Et autant, aujourd'hui, en ces périodes, si vous allez dans les administrations, et même, il faut dire, même pas, 2 jours avant, il y a un ralentissement au sein
dans les préparatifs. Pendant et après également, il y a des débordements les jours. On donne un jour. Pour dire simplement, on des tirs qui tirent en longueur publique. Dans l'administration aujourd'hui, tu vas avoir un code, c'est difficile. Et il y a une desserte de certains lieux ou bien lieux de travail des entreprises. Et là, tous les secteurs sont affectés. Regardez nos compatriotes qui sont à l'étranger. Très souvent, ils disaient que même le jour de la fête, ils travaillent eux. Et eux, ils sont toujours à une quête perpétuelle de croissance, de dynamisme économique. Mais nous sommes toujours figés sur ces fêtes-là. Parlons politique à présent. Après la présentation des conclusions issues du dialogue autour du système politique, l'analyste politique et journaliste Hassan Samb a décrypté les différentes recommandations et selon lui, les conclusions n'augurent pas des réformes en profondeur promis par les nouveaux tenants du pouvoir. Il est au téléphone de Mansour Diassé. Je pense que les conclusions sont quand même mitigées. Le bilan est mitigé auquel on a abouti par rapport au dialogue. Il y a des points d'accord relativement à la rationalisation, financement des partis. Même là, ça demande encore beaucoup de travail parce que c'est pas encore concret. On est d'accord sur des principes. Pour la Cour constitutionnelle, tout le reste, on peut être satisfait pour certains nombres de points, notamment pour le fichier électoral et les matérialisations, etc. Tout le reste. Pour ces aspects-là, on peut toutefois sur les questions fondamentales de liberté, le régime politique, il n'y a aucun changement. Les réflexes de conservation du pouvoir restent les mêmes, de privation de certaines libertés également. Et c'est dommage de voir un parti comme le PASTEF qui avait promis des ruptures systémiques, se limiter à un rafistolage institutionnel et non pas à des réformes en profondeur. Sur la question de savoir si les réformes seront appliquées ou pas, tout dépendra de la bonne volonté du chef de l'État. C'est à lui de voir, c'est de son pouvoir discrétionnaire. Il peut les appliquer comme il peut ne pas les appliquer. Ça relève de son pouvoir discrétionnaire. Et donc, il est difficile de se prononcer a priori sur cela. Action pour les droits humains et l'amitié exprime sa profonde indignation face aux conditions d'accueil réservées aux 68 ressortissants sénégalais rapatriés du Niger le 4 juin dernier. D'après Adama Mbeng, président de l'ONG ADA, si ce retour constitue une avancée sur le plan humanitaire, il est entaché de graves insuffisances en matière de respect des droits humains et de la dignité des migrants. Il est au micro de Mansour Diassé. Pour ces 68 compatriotes, des 68 ressortissants sénégalais rapatriés du Niger grâce aux Nations Unies. En réalité, ils étaient bloqués là-bas depuis pratiquement 7 mois. Ils ont été expulsés d'Algérie parce qu'en réalité, ils n'avaient pas de carte de séjour. Par contre, ce retour est entaché par de graves insuffisances en matière de respect des droits humains et de la dignité des migrants. Nous les avons alertés avant même qu'ils ne viennent, en disant qu'il ne faut pas que ce qui s'était passé le mois de février, c'est-à-dire avec les 33 ressortissants sénégalais qui ont vécu le même parcours, il ne faudrait pas que ça se répète. Raison pour laquelle on avait demandé à l'État de prendre ses responsabilités, de mettre au niveau de l'aéroport des dispositifs, c'est-à-dire médical, pour l'assistance médicale et psychologique. Jusqu'au moment où nous vous parlons, ces compatriotes, ces 68-là, n'ont pas eu de l'assistance psychologique médicale. Or, il y a certains d'entre eux qui sont malades. D'autres ont vécu des traumatismes dans des prisons d'Algérie, des bras cassés, des jambes cassées, ainsi de suite. Certains sont gravement malades. À l'aéroport, même si on ne le souhaite pas, s'ils ont des maladies contagieuses, mais ils vont pratiquement le transmettre aux membres de leur famille, même à nous. Et l'autre qu'on a déploré, c'est qu'il n'y a pas eu à part au niveau de l'aéroport pour l'enregistrement, mais l'État n'était pas représenté. Il n'y a pas eu d'accompagnement de la part de l'État. Même au niveau de l'auberge, là où ils ont passé pratiquement presque 24 heures, il n'y a pas eu de présence d'une autorité sénégalaise, ce qui est à déplorer.
Le reste de l'actualité en bref, d'abord à l'international, la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan s'est ouverte ce matin sur le port de Nice en France. Les délégations de plus de 120 pays se sont réunies pour cette conférence co-présidée par la France et le Costa Rica avec plus de 47 000 kilomètres de côte et 39 États côtiers. L'importance de l'océan pour le continent africain et l'humanité a été rappelée à la tribune. Évariste Ndayishimiye, le président du Burundi, qui s'exprimait au nom du groupe des États d'Afrique, a salué un accord de l'Organisation mondiale du commerce sur la pêche. Il a aussi mis l'accent sur la nécessité de restaurer les fonds marins. Et puis à Gaza, ce mardi 10 juin, l'armée israélienne a lancé un appel à évacuer pour les habitants de plusieurs quartiers dans le nord de la bande de Gaza où ces soldats opèrent avec une grande force contre le mouvement islamiste palestinien Hamas. Le porte-parole de l'armée en langue arabe a décrit sur son compte X: les forces israéliennes vont répondre fermement à tout acte terroriste ou toute attaque à la roquette. Pour votre sécurité, évacuez immédiatement au sud des abris dans les villes de Gaza, a-t-il ajouté. Sport à présent, 3 jours après le nul accroché face à l'Irlande, les Lions du Sénégal croisent présentement sur la route d'une meilleure nation du moment, l'Angleterre, 4e au classement FIFA à moins d'un an de la Coupe du Monde 2026. Ce choc donc qui s'annonçait comme un test grandeur nature. Le match se poursuit présentement à la 72e minute. C'est le Sénégal qui mène 2-1. Début de Ismaël Sarr à la 40e minute qui égalise après un but de Harry Kane marqué à la 7e minute. Et puis juste après la reprise à la 62e minute, Habib Diarra qui a marqué plutôt le deuxième but sénégalais. Ce rendez-vous donc a aussi un goût de revanche. La dernière confrontation entre les deux sélections remonte au 8e de finale du mondial 2022 au Qatar. Ce soir donc, les Three Lions n'avaient laissé aucune chance aux champions d'Afrique, s'imposant sèchement 3-0. Une élimination douloureuse encore fraîche dans les mémoires. Nous espérons que les Lions du Sénégal pourront prendre leur revanche ce soir. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition et rendez-vous demain pour d'autres informations. D'ici là, portez-vous bien et excellente suite de programmes en compagnie de GT.